Merci également de m'avoir donné la possibilité de participer à cet événement qui était attendu. Alors, bien évidemment, merci aux personnalités d'être présentes avec nous ce soir. Merci aux organisateurs. Au-delà des organisateurs, j'ai également envie de remercier Chantal Nallet qui a beaucoup travaillé depuis des mois pour que cette journée voit le jour. Elle a fait preuve de persévérance. Je pense qu'il est important de la remercier et a priori, le nombre de personnes connectées ce soir est quand même un témoignage de l'efficacité dont elle a su faire preuve pour nous réunir ce soir. J'ai envie de remercier également Catherine Moyon de Bac. La remercier pour avoir, d'une certaine façon, réussi et su faire en sorte de comment dire, que sa parole reste si rare, puisque au final, lorsqu'on a la possibilité de l'entendre et de l'écouter, bah, ça fait de ses interventions des moments qui sont toujours, comment dire, éclairants, motivants et très positifs. Et puis, afin d'éviter que j'oublie à la fin de mon intervention, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui nous écoutent ce soir et qui, à l'issue de cette journée, vont choisir de se mobiliser, de s'impliquer, de mettre en place des actions sur le sujet. Hein. C'est la responsabilité de tous. C'est un effort collectif auquel on se doit et je fais en sorte de me rendre dans la mesure du possible disponible pour vous accompagner dans cette tâche. On m'a demandé de dresser un avis en trois points. La réalité de la situation, les constats qu'on peut faire et les solutions qu'on peut trouver. Je vais partager avec vous le support que j'ai pu réaliser. Vous me dites si au niveau visuel tout est OK de votre côté. Alors, si on doit commencer par la réalité de la situation, la réalité autour de ce phénomène, c'est l'existence de chiffres. L'existence de chiffres parce qu'il y a un rapport ministériel qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Peut-être que ce rapport a été trop longtemps dissimulé. Hein. Pendant un certain temps, le ministère ne souhaitait pas forcément qu'on communique beaucoup sur ce rapport. Maintenant, il est plus largement diffusé, utilisé. J'ai pris également la décision de le laisser en intégralité sur mon site web pour toutes les personnes qui souhaitent le consulter parce qu'on me le demande régulièrement. Et à côté de ça, c'est vrai que j'entends souvent des discours qui disent « oui, mais c'est des chiffres peut-être un peu trop généraux ». D'autres me disent « c'est peut-être un peu trop spécifique pour que ça s'applique à notre fédération, à la spécificité des conditions dans lesquelles notre sport se fait ». Ben non, en fait, non. Ces chiffres, ils existent depuis 2009, on ne peut pas les nier, et la conclusion de cette enquête qu'on a menée à l'époque, c'est que 17% des sportifs français déclarent ou pensent avoir subi des violences à caractère sexuel en milieu sportif. C'est un état des lieux qu'on ne peut pas nier. Et c'est vrai que j'ai envie de reprendre ce qu'ont été les propos de la ministre de l'époque, Madame Bachelot, lorsqu'elle a dit on a maintenant les preuves que c'est un phénomène qui, s'il est loin d'être majoritaire, est loin d'être anecdotique. La réalité également, c'est que des actions existent, qu'elles existent depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes été efficaces, mais en tout cas, à l'époque, un dispositif ministériel a été mis en place en 2008. Donc oui, ça n'a pas forcément été efficace. Alors, il faut aussi arrêter de considérer ce dispositif comme étant inefficace. C'est la façon dont on l'a mis en place, la façon dont on l'a accompagné et suivi, qui ont fait que ça n'a pas eu l'efficacité escomptée, et ce, malgré l'efficacité du travail qui a été mené par toutes les personnes à l'époque qui ont travaillé à l'élaboration et à la mise en place de ce dispositif. Et ces personnes étaient nombreuses. Donc ce dispositif, c'est c'est une base, il faut se baser dessus, se baser sur ce travail pour éviter de dire bon, il y a des choses, mais ça n'a pas marché, donc allez, on reprend tout à zéro, on recommence tout. Je pense que si on veut être efficace, il faut ne plus perdre de temps et ne pas tout le temps être dans le recommencement.
face à cette réalité, quelques constats. Euh, un premier constat qui est une phrase que j'entends régulièrement, selon laquelle la France serait un pays en retard sur le sujet. J'ai envie de dire non. Euh, J'ai envie qu'on en finisse avec cette idée selon laquelle nous, Français, nous serions en retard dans ce domaine. Alors ça a été la vérité. Je considère que ça n'est plus le cas. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui se font. Donc, arrêtons de dire qu'on fait moins bien que les autres. Alors, on peut se comparer pour voir comment d'autres peuvent faire certaines choses, d'autres font mieux, c'est une réalité, mais arrêtons de nous servir de ce discours pour parfois un peu justifier notre lenteur, voire notre inaction. Bon, ben, on ne peut rien faire, on est en retard. Non, alors, c'est peut-être la faute aussi, hein, si les choses n'ont pas aussi bien avancé qu'on aurait pu le souhaiter, c'est peut-être la faute à celles et ceux qui ont pu déjà travailler sur le sujet, et je me mets dedans. Hein, d'une certaine façon, je suis peut-être comptable en partie du fait que les choses n'aient pas suffisamment avancé. On aurait pu faire mieux peut-être, mais d'une certaine façon, j'ai pas non plus envie que comment dire, mon rôle de chercheur et d'expert se transforme en rôle de lanceur d'alerte. Des lanceurs d'alerte, on en a besoin. Alors, il y a des sujets sur lesquels il y en a pléthore, hein, des lanceurs d'alerte. Dans le nôtre, il y en a très peu. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais d'une certaine façon, les lanceurs d'alerte sur le sujet, ce sont les victimes. Ce sont les victimes qui ont eu le courage de parler, à commencer par Catherine. Ensuite, il y a eu Isabelle de Mongeau. Très récemment, il y a eu Sarah Abitbol. Et puis, bon, il y a bien évidemment les autres personnes qui ont pu parler, même si leurs révélations ont pu être moins médiatisées. Quelques journalistes également. En tout cas, j'ai envie de les considérer d'une certaine façon comme des lanceurs d'alerte au regard du travail qu'ils ont pu mener. Je pense à Jérôme Casadieu pour la diffusion de son reportage en 2013, à Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac pour la diffusion très récente hein, de son reportage sur la chaîne Arte, et puis l'équipe de journalisme d'investigation Disclose, hein, dont l'enquête a été présentée dès l'année 2019. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, moi, ça me questionne que les lanceurs d'alerte, au final, ce soit les victimes. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas, sur tous les sujets, ça n'est pas le cas. Et moi, j'ose espérer que sur les mois et années à venir, eh bien, des sportifs non victimes vont décider de devenir des lanceurs d'alerte sur le sujet. J'ai envie d'espérer que des chefs de structures sportives, des responsables de fédérations deviennent des lanceurs d'alerte, parce que je pense qu'en tout cas, leur parole permettra de libérer la parole des victimes. Deuxième constat, c'est celui de la non-évaluation des dispositifs existants. Et c'est vrai que, pour revenir hein, sur le bilan du dispositif qui a été annoncé lors de la conférence de presse de mars 2008, bon, bah, il faut quand même être assez réaliste et assez négatif et assez amer quant aux différents points hein, de ce dispositif. Alors, des journées de sensibilisation ont eu lieu. Ça reste difficile de savoir exactement où, pendant combien de temps. La charte de bonne conduite, la charte éthique a été signée par la plupart des fédérations, mais d'une certaine façon, on n'a jamais vraiment su hein, ce que chaque fédération avait fait en son sein après avoir signé cette charte. Les éléments relatifs au numéro d'écoute hein, qui avait été lancé à l'époque en 2008 ont totalement disparu de l'horizon. Et puis pour ce qui est de la formation des encadrants, bah, ça s'est soldé par une absence totale hein, de contenu de formation qui était proposé dans les diplômes jeunesse et sport. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a des équipes hein, d'enseignants, de chercheurs, de professionnels qui travaillent à l'élaboration de contenu, de diplômes, de formation, mais d'une certaine façon, c'est quand même problématique que ce travail se fasse sans qu'il y ait actuellement un référentiel qui ait pu être défini quant aux contenus indispensables à proposer dans ces formations. Et puis pour ce qui est des actions menées aujourd'hui, bah, j'ai envie d'alerter sur le fait qu'on fait des choses, mais on ne pense pas souvent à la façon de les évaluer et que ces actions ne soient pas nécessairement associées à un dispositif permettant d'en évaluer l'impact, le retentissement et l'efficacité. Et en fait, le problème vient du fait qu'on a tendance à penser d'abord aux actions, tiens, voilà ce qu'on va faire parce qu'on a envie de faire ça.
Et c'est seulement après qu'on se questionne sur l'efficacité que ça a pu avoir. Mais le problème, c'est que évaluer l'efficacité d'une intervention, ça nécessite un protocole rigoureux. Et les effets qu'on a envie de mettre en évidence, eh bien, il faut qu'ils soient définis et identifiés avant même qu'on crée les interventions et qu'on les mette en place. Et ça ne s'improvise pas et ça prend du temps. Troisième constat, c'est celui qui m'amène à, à recommander d'être vigilant quant à la façon d'être optimiste. C'est un des propos qui, d'une certaine façon, sont peut-être pour certains un peu négatifs, qui bousculent, qui peuvent déranger. Je reste évidemment optimiste. Les gens qui me connaissent savent que je suis un indécrottable optimiste, mais d'une certaine façon, il faut qu'on soit prudent dans cette façon d'être optimiste parce que des choses qui ont été faites et qui nous ont paru très bien, on en a déjà vu et ça n'a pas toujours duré longtemps. Alors là, maintenant, depuis début 2020, oui, depuis le début de l'année, les choses bougent. Les choses ont changé. Et je vais reprendre pour être dans la lignée de ce qu'a pu dire Fabienne Bourdet tout à l'heure. C'est vrai qu'au niveau du ministère et de cette délégation ministérielle, on voit que le Bureau éthique et intégrité réalise depuis quelques mois un travail qui est énorme en termes de recensement, de signalement. Il ne faut pas oublier que le travail de tous ces acteurs repose aussi sur les contributions qui vont émaner de chacun d'entre nous. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces contributions perdurent, parce que c'est la condition nécessaire pour que les actions du ministère, mises en place depuis le début de l'année, puissent perdurer. Parce que, mais quand même, j'ai envie de dire, c'est quand même une bonne raison d'être optimiste. Depuis le début de l'année, on est entré dans une nouvelle époque, parce que la parole de Sarah Abitbol a eu un retentissement. Alors, il est vrai un retentissement que n'ont pas eu les paroles de celles et ceux qui avaient parlé avant elle. Ça ne veut pas dire que Sarah Abitbol a fait mieux que les autres, ça veut dire que sa parole est intervenue à un moment, dans un contexte, où la prise de conscience vis-à-vis de ce phénomène, n'était plus seulement une prise de conscience individuelle. Il s'agissait, et il s'agit maintenant, d'une prise de conscience collective. Les organisations sportives ont enfin pris conscience du sujet. Pour preuve, le ministère des Sports a organisé avec le CNOSF cette fameuse convention nationale en début d'année, qui a réuni un très très grand nombre de professionnels et de personnel des fédérations sportives. La commission des athlètes de haut niveau du CNOSF a également publié une tribune sur le sujet à l'époque. Donc tout ça montre bien que les choses changent, que les choses ont changé. Ça tranche d'une certaine façon avec ce qu'a pu nous rappeler de façon si éloquente Catherine Moyon-Debac. Dans les années 90, lorsque Catherine a parlé, le monde sportif s'est battu. Sauf qu'il ne s'est pas battu avec elle, il s'est battu contre elle. On l'a accusé de ternir l'image du sport français, pour reprendre certains termes, et ce bien qu'elle ait gagné ses procès. Ses agresseurs ont continué de recevoir, même pour certains, des récompenses et des distinctions. Quand on image ça, il y a à peine plus de 20 ans, c'est quand même incroyable. Ça a évolué aussi, on a pu se rendre compte que ça a évolué un peu plus tard lorsqu'Isabelle de Mongeau a parlé en 2007. Là, le ministère a réagi. J'ai envie de dire, c'était facile pour le ministère de réagir. Là, les personnes qui étaient impliquées, ce n'étaient pas des personnels jeunesse et sport. C'était quelqu'un qui avait sa structure, son centre de formation privé. Donc là, ça a réagi. Sur le moment, j'ai quand même envie de rappeler que les instances sportives n'ont pas vu d'un très bon œil le fait que le ministère me demande d'intervenir dans un grand nombre de structures pour réaliser l'enquête nationale qui a donné lieu au rapport. Donc sur le moment, les structures sportives n'avaient toujours pas envie de parler de tout ça, ni de prendre le risque de découvrir la poussière sous le tapis. Donc c'est vrai que quand on voit ça, là, c'est un constat selon lequel là, on est sûr que les choses ont changé. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, c'est pour ça aussi qu'il faut être vigilant, bien que notre ministre, Madame Maracineanu, soit très engagée. J'ai même envie
de dire qu'aucune ministre n'a été engagée à ce point sur ce sujet au préalable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on attende du ministère que le ministère règle le problème. Donc, parce qu'au-delà de ce problème sportif, il y a des enjeux. Je dis toujours que c'est un sujet qui va au-delà des compétences du seul ministère des Sports, au vu des enjeux de santé, des enjeux juridiques, des enjeux d'éducation, des enjeux de recherche qui sont derrière cette problématique. Alors, pour ce qui est d'identifier des solutions maintenant, la première, c'est former. La première, c'est former parce que les personnes qu'on rencontre sur le terrain, et elles sont nombreuses à être connectées avec nous ce soir, nous disent toujours être démunis quant à la façon d'accéder aux outils, de les utiliser. Donc, il faut former. Il faut former tous ces encadrants sur, comment dire, vis-à-vis d'un certain nombre d'apports conceptuels sur les connaissances des différentes formes de violence, des contextes de survenue de celles-ci, des réactions psychologiques qu'elles peuvent avoir, les former méthodologiques concernant les critères d'observation et de détection qui peuvent être utilisés sur le terrain au quotidien dans le cadre de leur travail, les former à l'utilisation d'outils de sensibilisation, pourquoi pas la création de supports de prévention. Et je pense que cette formation doit également inclure des temps de partage d'expérience. Tous ces professionnels qui nous écoutent et qui comptent sur nous ont besoin de moments et de créneaux lors desquels se retrouver pour discuter entre eux quant à la façon de dire « moi, voilà comment j'ai fait, voilà les difficultés que j'ai rencontrées ». Ces moments, ces partages d'expérience sont primordiaux dans le cadre d'une telle formation. Et il ne faut pas oublier que le rôle de ces encadrants, il est primordial pour cadrer les choses sur le terrain, parce qu'on sait que, je vais prendre l'exemple des entraîneurs, on sait que le rôle des entraîneurs, il est primordial quant au fait de rendre, comment dire, acceptable, tolérable, au contraire inacceptable certains agissements, certains propos. Il y a des domaines dans lesquels ça a été montré. Je vais prendre l'exemple des propos, des attitudes homophobes. À partir du moment où un groupe sportif est encadré par un entraîneur qui montre bien qu'il est intolérable que de telles choses puissent s'exprimer, eh bien, ça contribue à cadrer les choses et à faire en sorte que l'environnement sportif, comment dire, soit considéré comme un environnement dans lequel ces agissements n'ont pas leur place et dans lequel ces agissements seront dénoncés et condamnés s'ils surviennent. Donc, ce rôle de cadrage, il est très important. Et ces professionnels ont également un rôle de détection et d'orientation parce qu'ils sont en première ligne. On a besoin d'eux. Parce qu'ils, d'une certaine façon, sont aussi là pour permettre l'accès des victimes au personnel qui pourront les accompagner et à minima s'assurer que les éventuelles victimes connaissent bien les informations concernant la façon de se tourner vers ces interlocuteurs. Il faut bien évidemment former les sportifs et ça s'est fait dès 2008 avec le dispositif d'action à l'époque. Former les sportifs, c'est en premier lieu les sensibiliser. Les sensibiliser quant au fait que l'existence de ce type d'agissement soit plus important qu'on ne le pense, quant à la façon dont ils peuvent survenir, y compris dans des formes plus ou moins dissimulées, comme c'est le cas par exemple par l'intermédiaire de pratiques de bizutage, et surtout les sensibiliser quant au fait qu'il y a des curseurs peut-être à modifier quant à la façon dont on accepte ou on tolère la survenue de certains agissements. Oui, mais dans un certain contexte, c'est normal. Non, beaucoup de sportifs ne se rendent pas compte qu'au sein de leur groupe, ils acceptent et tolèrent certains agissements, alors que dans n'importe quel autre groupe et n'importe quel autre environnement, ces agissements seraient totalement intolérables. Pour moi, cette question des déterminants de l'acceptabilité des violences, elle est à creuser. Et je tiens à signaler d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont envie de contribuer à cette sensibilisation des sportifs, je tiens à leur dire que ça n'est pas compliqué d'aborder ce sujet avec les sportifs, même avec des jeunes sportifs. On dit toujours qu'il y a énormément de résistance, de réticence. Mon expérience me permet de dire aujourd'hui que les réticences viennent des structures et des encadrants, alors encadrants insuffisamment formés, ce qui permet de comprendre leur réticence, mais il y a souvent du côté des structures des réticences
voilà, on ne va pas prendre le risque de choquer les parents, qu'on ait parlé de ça avec leurs enfants. On ne va pas prendre le risque de divulguer ou de mettre à jour quelque chose. Comment on va faire s'il y a quelque chose, on ne sait pas comment faire. Voilà, mais ça, c'est quand même très important de faire évoluer les choses à ce niveau-là et de contribuer à la sensibilisation des sportifs. Et puis, un autre aspect de cette formation doit également concerner l'entourage des sportifs et notamment leur famille. J'ai envie qu'on puisse faire bouger les choses pour que les familles, les parents puissent se questionner sur ce qu'est l'environnement dans lequel évolue leur enfant lorsqu'il pratique son sport, surtout quand les familles sont à distance, comme c'est souvent le cas pour les sportifs de très haut niveau, et peut-être d'alerter les parents sur les risques de ce qu'on va appeler la délégation de l'autorité parentale. De ne pas… Alors, c'est normal qu'on fasse confiance aux structures sportives. Elles sont là pour former, protéger les enfants sportifs. Mais il faut quand même que les parents se questionnent sur les risques liés au fait de déléguer totalement leur autorité parentale et de ne pas se questionner sur ce qui se passe pour leurs enfants, parce que en ne se questionnant pas, ça confine d'une certaine façon à une forme de négligence. Et puis lorsqu'on devient progressivement négligent, ça peut parfois confiner à une forme de maltraitance sans qu'on le veuille en tant que parent à l'origine. Sur ce sujet, j'ai envie de partager avec vous une courte vidéo qui est un extrait d'un numéro d'Envoyé spécial qui avait été diffusé en 2008. Ça dure 1 minute environ, et c'était un travail qui avait été réalisé pour recueillir des témoignages auprès des parents des enfants qui étaient licenciés dans le club dans lequel entraînait Régis de Camaret au moment de l'affaire d'Isabelle de Mongeau, avec quand même un certain nombre d'éléments qui avaient été mis sur la table et qui étaient quand même assez éloquents, qui auraient pu amener les parents à réagir beaucoup plus. Et on voit quand même des réactions assez surprenantes ou qui questionnent et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Moi, je vois aucun danger pour mes enfants. Moi, j'adore être avec Régis, j'adore lui parler, je le trouve intelligent, gentil, généreux. Vraiment, si c'était vous savez, il y a toujours le bien et le mal dans chacun de nous. Alors, à un moment, le mal frappe, le bien ressort ou non. Mais si vous voulez, j'ai du mal à y penser, je ne veux pas y penser, en fait, voyez-vous. Mais bon, tel qu'on connaît l'homme, on a du mal à s'imaginer que ça peut être vrai. Mais nous, en tant que parents, on le veut pour nos enfants, c'est clair. On veut qu'ils restent entraîneurs. On est pressé de le voir revenir. On demande son retour au club. Et on montre que les enfants… Il fait une équipe merveilleuse avec Nathalie. Mes 5 enfants, je les adore et j'ai aucun doute, quoi. Et nos enfants sont en pleine ascension, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, ils le réclament. Bon, vous voyez, alors, c'est toujours délicat d'intervenir concernant les attitudes parentales sans culpabiliser. Là, j'ai juste envie de montrer qu'on peut reconnaître plein de personnes différentes dans ces attitudes. On a la première personne qui a pris la parole qui, vraisemblablement, est sous emprise pour tellement idéaliser cette personne et refuser de croire que les choses mises sur la table puissent être réelles. On a ensuite le couple qui est dubitatif et qui dit oui, c'est vrai que c'est difficile à croire, mais encore une fois, pourquoi ça serait un autre domaine, j'ai envie de dire à des parents, on vous dirait la nounou de votre enfant est accusée de ça, vous êtes en mode je laisse mon enfant chez la nounou, c'est quand même difficile à croire, bon, on va voir, bon, laissons la justice faire son travail, et c'est très important, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y ait malgré tout un respect de la présomption d'innocence, mais il faut protéger tous les interlocuteurs, y compris les enfants qui sont potentiellement exposés à des risques. Et j'ai quand même envie de dénoncer l'attitude de certains parents, comme peut l'illustrer les propos de la dernière personne qui dit « Nos enfants ont besoin de cet entraîneur, ils sont en pleine ascension, ils en ont besoin. » J'ai envie de dire non, on ne peut plus entendre ce genre de discours. C'est vous, parents, en tout cas certains parents, qui peuvent avoir besoin de certains entraîneurs parce que vous avez envie de transformer votre enfant en champion.
Non, on ne peut pas prendre le risque d'exposer les enfants à un risque accru de violence lorsqu'il est avéré, parce qu'on a envie que nos enfants atteignent le plus haut niveau et en se disant que moi, parent, je suis peut-être quand même un peu plus dégourdi que les autres et je serai vigilant et si problème il doit y avoir, je protégerai mon enfant mieux que les autres parents. Non, ça n'est plus concevable ce genre de choses. Et je le dis encore une fois sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, mais plus, de façon à ce que mes propos aient vocation à permettre un questionnement et une prise de conscience. La deuxième solution que j'ai envie de souligner, de proposer, c'est de mobiliser. Alors, ce sont des choses qui se font déjà. Mobiliser les acteurs sportifs, ils sont nombreux, ils s'inscrivent à ce genre de conférences lorsqu'elles sont organisées et c'est rassurant. Le ministère mobilise aussi de plus en plus de personnel. Fabienne Bourdet nous a rappelé tout à l'heure le rôle crucial que sont et que vont être amenés à jouer les référents intégrité au sein des structures sportives. J'ai envie de lancer et d'adresser un message à toutes les structures, à tous les personnels qui travaillent dans ces structures sportives, d'être vigilants quant à la façon de ne pas laisser reposer tout le travail sur ces référents. Ce n'est pas parce que dans notre club, on a un référent intégrité qui est à l'interface entre nous et le ministère, ce n'est pas pour autant que c'est à lui de faire tout le boulot et que du coup, on n'a pas besoin de se questionner là-dessus. Tout le monde doit travailler sur ce sujet. Quand on travaille sur ce sujet, il faut en informer le référent de sa structure. Il fera remonter les informations au ministère, mais ça ne doit pas nous dédouaner que de contribuer à ce travail. J'ai également envie d'alerter sur certains risques que je peux voir par rapport à la mobilisation qui est celle du milieu sportif depuis ces derniers mois et cette dernière année. S'il est évidemment nécessaire de pouvoir se reposer sur le travail d'associations qui amènent des compétences qui ne sont pas nécessairement au sein des structures et des clubs, j'ai envie de dire attention à l'externalisation à outrance des actions et des questionnements. Faire venir une association, signer une convention, c'est bien beau, mais le fait de signer une convention, ça ne doit pas pour autant être considéré comme une caution de votre engagement s'il n'y a au sein du club aucune réflexion quant à la façon de mener ces actions. Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a commencé à parler beaucoup de burn-out, de risques psychosociaux, il y avait plein d'entreprises qui disaient « moi, on ne peut pas m'accuser de ne rien faire, j'ai proposé une formation de risques psychosociaux à tous mes employés. » Donc, on voit bien que je suis mobilisé sur le sujet. Oui, c'est un premier pas, mais proposer des formations et proposer des interventions, ça ne peut pas être la seule réponse. C'est une mobilisation en interne aux structures et j'appelle de mes voeux cette mobilisation de tous les acteurs sportifs. Et puis, parce qu'il y a une très forte mobilisation des clubs au-delà des structures fédérales et qu'un grand nombre de clubs souhaitent se mobiliser encore plus, je pense qu'il est maintenant nécessaire, en tout cas qu'on a besoin maintenant d'une politique, alors qui dit politique dit que c'est peut-être du ministère que ça doit venir, qui aurait pour effet de valoriser l'affichage des actions menées par chacun des clubs qui vont s'engager sur ce sujet. Ça rejoint un peu ce qu'a pu, encore une fois, dire Madame Bourdet tout à l'heure, mais comment faire en sorte pour que les clubs puissent dire clairement et afficher clairement quelles sont les précautions qu'on prend concernant le recrutement de nos encadrants, quelles sont les actions qu'on prend pour sensibiliser nos adhérents, quelles sont les formations qu'on a proposées qui ont été suivies par nos entraîneurs, quelle est la procédure qu'on va suivre s'il doit se passer quelque chose. On ne le souhaite pas, mais s'il doit se passer quelque chose, comment on fait, comment on s'y prend, quels professionnels on sollicite. C'est ça qui, d'une certaine façon, pourra nous amener vers un monde idéal, alors qu'il existe déjà dans certains pays, qui peut permettre que les parents puissent choisir le club dans lequel ils inscrivent leurs enfants au regard du niveau de mobilisation et d'action qui est celui du club.
Et dans certains pays, il y a des parents qui n'hésitent pas à mettre leur enfant 10 km plus loin, dans un club qui est un petit peu plus loin, parce que le niveau d'engagement sur de tels sujets est plus, comment dire, plus abouti dans certains clubs que dans d'autres. J'entends bien aussi que les clubs ont besoin de moyens pour mener ces actions et que tout ça se déploiera de façon progressive. Mais si le ministère peut insuffler cette orientation, ça me paraîtrait être une chose. Troisième solution que l'on doit maintenant utiliser, c'est investiguer. Alors, certains m'ont déjà entendu et même peut-être reproché d'avoir tenu certains propos disant que ce n'était plus maintenant le moment de refaire une enquête pour apprécier les prévalences, les taux d'exposition. J'entends bien, oui, Descamps, c'est l'auteur de l'enquête, il n'a pas envie qu'on passe derrière lui pour revoir ses chiffres et tout ça. Moi, j'alerte sur le fait que ce n'est pas là-dessus qu'il faut investiguer. On n'a plus besoin de connaître les prévalences, elles sont connues. Comment dire, on investigue à nouveau ces prévalences par de nouveaux chiffres. Ça va donner lieu à des chiffres qui vont avoir une utilisation, comment dire, contre-productive, parce que si ces chiffres sont plus faibles qu'il y a 10 ans, on va dire « Ah, très bien, on a fait le job », et la mobilisation se relâche. Si on a des chiffres plus élevés, il y aura des gens pour dire « Oui, mais forcément, avec tous les médias qui en parlent, c'est normal que ça augmente. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de problèmes, etc. » Donc, pour moi, s'il est nécessaire aujourd'hui d'investiguer, c'est sur des sujets précis sur lesquels on manque encore de données suffisamment abouties, sur lesquelles l'enquête 2009 n'a pas apporté de réponse suffisamment précise, comme notamment le vécu des victimes concernant les violences qu'elles ont pu subir, concernant les répercussions que ces violences ont pu avoir sur leur sphère personnelle, affective, sociale, physique, au-delà de la sphère sportive. Et j'ose espérer que l'ampleur des signalements qui sont actuellement traités par le Bureau éthique et intégrité du ministère des Sports va permettre de telles investigations sur les mois à venir. Nécessité d'investiguer également la façon dont certains fonctionnements organisationnels constituent toujours aujourd'hui des freins vis-à-vis de la libération de la parole, vis-à-vis de la divulgation des agissements. Il nous faut quelque chose de plus empirique, de plus pragmatique, qui devienne évident quant à la façon de décrire et lister ces freins. Il y a un gros travail qui a été fait par l'équipe journalistique Disclose à ce sujet. C'était un très, très beau travail. Je pense que là, sur ce sujet, il est également nécessaire d'investiguer encore plus parce que ça a également été mis en lumière dans le dernier reportage de Pierre-Emmanuel Luneau-Dorignac, diffusé sur Arte en septembre. On voit bien le rôle du fonctionnement organisationnel. Et puis enfin, je l'abordais tout à l'heure, investiguer concernant les déterminants psychosociaux de l'acceptabilité des violences en contexte sportif. Pourquoi certains sportifs continuent à trouver ça acceptable? Oui, mais pour ma carrière, mais pour ma progression, mais si je veux intégrer telle équipe, il faut que je me soumette, il faut que je ne dise rien. Voilà. On a besoin d'enquêtes plus abouties sur la façon dont certains jugements, dont certains agissements pourront être jugés comme acceptables, inacceptables, et ce qui explique que certaines choses inacceptables puissent être considérées comme acceptables. Ça ne veut pas dire, et j'ai envie qu'on soit attentif à ça, ça ne veut pas dire des enquêtes à outrance, comme on commence à en voir de plus en plus. Alors, j'entends bien de la part des structures, des fédérations, que dans cette volonté de bien faire, il y a aussi le fait de pouvoir dire, regardez, on a fait une enquête. Attention, une enquête, la réalisation d'une enquête, ça ne s'improvise pas. Si on veut que les données soient exploitables, il faut que ça réponde à des critères et des méthodes standardisées, rigoureuses, fiables, donc scientifiques. Stop aux enquêtes sauvages organisées à droite à gauche, comme ça peut parfois avoir lieu. En faisant ça, on dégrade
la qualité des données qui pourront être recueillies dans les futures enquêtes qui pourront être souhaitées et lancées par les plus hautes instances du sport, que ce soit le ministère ou le CNOSF. Donc, sachez être patient, vous les structures, quant à la production de chiffres, parce que quand on cherche absolument à produire des chiffres, le plus souvent, ça donne des données qui sont inexploitables et que parfois, ces données, on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi. On se doit d'être vigilant par rapport à ça. Et puis, dernière solution, j'ai envie de rappeler, parce que tel un pèlerin avec son bâton depuis des années, certains diront que je rabâche un peu tout le temps la même chose. Moi, là, je suis dans mon rôle d'une certaine façon. Centraliser parce que depuis très longtemps, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui, au quotidien, réfléchissent sur le terrain quant à la façon d'agir, de prévenir. Et ces personnes se retrouvent souvent en situation de devoir créer des outils, d'en inventer, de réfléchir à la façon de mettre ci ou ça en place. Comme j'ai dit tout à l'heure, arrêtons de tout recommencer, de créer des nouveaux outils à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Servons-nous de l'existant. Il existe des choses en France, à l'étranger, dont on peut s'inspirer, qui sont utilisables directement, mais encore faut-il savoir que, comment dire, à tel endroit, telle personne a mis en place tel type d'action et que ça a pu avoir tel type d'efficacité. Il faut le savoir que ces choses existent. Et c'est pour ça que depuis 2014, je milite, je plaide pour la création d'un observatoire national des violences dans le sport, parce que pour moi, il est nécessaire qu'un tel organisme puisse jouer ce rôle de centralisation de toutes les connaissances, de toutes les actions et de toutes les informations qu'on pourra avoir vis-à-vis de ce sujet. Je disais tout à l'heure que c'est un sujet qui peut-être dépasse les seules compétences du ministère des Sports. C'est peut-être pas juste au ministère de faire ça. C'est peut-être pas uniquement au CNOSF de faire ça non plus. Et peut-être qu'il est nécessaire qu'il y ait un organisme indépendant sur ce sujet. Parce que les données qui existent et qu'on peut centraliser, elles sont nombreuses. Et comment dire, et qu'elles portent sur des éléments sportifs qui nous rassemblent, mais qu'elles portent également sur les connaissances qu'on peut avoir de tout ça sur le plan de la santé physique et mentale, pour ce qui est de la santé des victimes, mais également des méthodes de prise en charge qui peuvent leur être proposées. Donc ça, d'une certaine façon, c'est aussi des données qui concernent le ministère de la Santé. Connaissances sur le plan des actions d'accompagnement ou de protection juridique qui peuvent être proposées aux victimes qui parlent, qui peuvent être proposées aux personnes non victimes, mais qui ont envie de dénoncer certains agissements aussi et qui ont envie d'être protégées. Donc ça, ce sont des actions qui concernent également le ministère de la Justice. Sur le plan des actions d'éducation, bien évidemment, qui peuvent être utilisées intégrés à tous les cursus sportifs ou peut-être plus largement éducatifs. Donc ça concerne le ministère de l'Éducation nationale. On va dire également sur le plan des outils ou des organismes scientifiques vers lesquels les professionnels de terrain peuvent se tourner pour contribuer à la production d'enquêtes, à la production de publications scientifiques. Ça, c'est le domaine du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais tout ça aussi pour souligner le fait que, de mon point de vue, il est nécessaire, et Fabienne Bourdet l'a d'une certaine façon montré tout à l'heure en disant la façon dont elle collaborait avec d'autres ministères, mais raison pour laquelle il est pour moi nécessaire de clairement montrer, reconnaître, valoriser et féliciter le fait que le travail mené par cette délégation ministérielle dont Fabienne Bourdet a la charge n'est pas, de mon point de vue, juste une délégation ministérielle, mais une délégation interministérielle. Les agents des ministères autres que le ministère des Sports doivent se sentir concernés et j'appelle de mes voeux à ce qu'ils se mobilisent et que chacun d'entre nous les alerte quant à la façon de se mobiliser. Alors, voilà pour ce qui est des éléments que je souhaitais vous présenter. Pour
j'ai envie de terminer en reprenant certains propos qui ont été, enfin, en m'inspirant des propos qui ont pu être ceux de Catherine Moyon-Debac tout à l'heure, et puis lorsqu'elle a pu prendre la parole en février, pour dire que nous sommes des sportifs, où nous sommes d'une certaine façon, comment dire, tous mobilisés autour des questions de performance sportive. Donc, faisons de la lutte des violences la discipline collective, la discipline sportive collective pour laquelle nous allons tout donner pour essayer d'obtenir l'or olympique. En sachant que, comme pour toute médaille, comment dire, la participation à un seul entraînement ne suffit pas. C'est un travail de longue haleine qu'on doit fournir pour obtenir cette médaille d'or. C'est un travail qu'on peut faire pour soi, pour avoir la fierté d'avoir accompli ce qu'on a accompli. C'est un travail aussi qu'on se doit de faire pour les autres, parce qu'en laissant une trace, en établissant des records, eh bien, on donne de la motivation pour toutes les autres personnes pour essayer de battre ces records et de faire encore mieux que nous. Donc, j'ose espérer qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui souhaitent se mobiliser sur ce sujet essaieront toujours de se dire tiens, eh bien, moi, je vais essayer de faire encore mieux que les autres, ou au moins aussi bien que les autres. C'est une responsabilité collective, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Voilà, je m'en tiendrai à ça pour mon propos.